Donc chapitre 6, énergie interne. Donc c'est une deuxième partie, hein, on avait déjà vu euh, ici en chapitre 5, on parlait déjà d'énergie interne. Hein, on a parlé de température et d'échange d'énergie. Ici donc on va travailler un peu plus sur les changements d'état en fait, hein, les changements d'état. Alors qu'est-ce que c'est qu'un changement d'état? Eh bien, vous savez tous, hein, qu'il existe trois états pour la matière, l'état liquide, l'état gazeux et l'état solide. Et les transitions entre un état et un autre état ont différents noms, hein, que vous avez déjà vus certainement dans votre cursus. Hein, de l'état solide à l'état liquide, on appelle ça la fusion. Et l'état liquide à l'état solide, la solidification. Ensuite, de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation, à ne pas confondre avec l'évaporation ou l'ébullition. En fait, dans une casserole, si vous faites bouillir de l'eau, elle va se vaporiser par ébullition. Par contre, si vous laissez dans une soucoupe sur une table de l'eau, elle va se vaporiser par évaporation. Bon, c'est pas évident, il faut repasser la vidéo si vous n'avez pas bien compris. Quand on passe de l'état gazeux à l'état liquide, on appelle ça, il y a deux termes, hein. Le terme consacré normalement c'est liquéfaction, mais on utilise beaucoup le mot condensation dans la vie de tous les jours, hein. On dit que bon, il y a de la condensation sur le miroir de la salle de bain, voilà, il y a de la buée, de la condensation. Et ensuite, alors des changements d'état qu'on n'a pas là trop l'habitude de voir, hein, quand on passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Alors ça peut être le cas pour de la neige par exemple, qui se transforme tout de suite en vapeur d'eau, hein, donc on appelle ça de la sublimation. Et quand on passe de l'état gazeux à l'état solide, là on parle véritablement de condensation, hein. Le vrai terme condensation est plutôt réservé pour l'état, de passer de l'état gazeux à l'état solide. Bon, une fois que vous avez bien ça en tête, vous pouvez déjà faire la première partie du QCM. Donc je vous laisse réfléchir sur les états courants de la matière ici. Donc la transformation de la glace en eau liquide s'appelle, alors quand de la glace se transforme en eau, on dit que la glace fond. Bon, bah voilà, hein, ici on va avoir la fusion. Lors de la sublimation, hein, je vous l'ai dit, le terme de la neige qui se transforme directement en vapeur d'eau. Hein, on a la neige, c'est de l'état solide, hein, donc c'est la glace ici par exemple se transforme en vapeur d'eau. Ça peut être aussi de la neige, hein, l'état solide. Et la fusion, donc la fusion, bah, c'est comme ici, hein, donc on passe de la glace à l'eau. La fusion correspond à la transition, bah, quand on passe de la glace à l'eau, on passe de l'état solide, la glace, à l'état liquide de l'eau. Donc voilà pour les états courants de la matière. Deuxièmement, grandeur physique conservée. Alors on vous dit, il y a conservation de la masse et la température est constante lors du changement d'état d'un corps pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un glaçon qui fait 10 grammes, que vous laissez fondre, vous aurez 10 grammes d'eau à la fin. Et si vous faites évaporer, si vous vaporisez ces 10 grammes d'eau, vous aurez 10 grammes de gaz. Bon, c'est pas facile à peser du gaz, mais on comprend le principe. Donc évidemment, on a le même nombre de molécules, c'est les molécules qui pèsent, donc il n'y a pas de raison que ça pèse plus ou moins lourd. Ça c'est un peu normal qu'il y ait conservation de la masse. Alors conservation de la température lors d'un changement d'état, ça s'explique aussi assez bien, ça se comprend assez bien. C'est-à-dire que, par exemple, si on passe de l'état solide à l'état liquide, pour l'eau par exemple, on sait que l'eau gèle à 0 degré. Peut-il y avoir de l'eau à moins 1 degré, même de l'eau à moins 0,01 degré? Si c'est de l'eau pure, à la pression atmosphérique normale, c'est pas possible. Donc, tant qu'on est au-dessus de 0 degré, l'eau est parfaitement liquide. Et tant qu'on est en dessous de 0 degré, l'eau est parfaitement solide. Et quand un glaçon fond, il fond parce qu'il est exactement à 0 degré. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la présence de solide, hein, il y a votre glaçon, et de liquide, puisque le glaçon est en train de fondre. Donc on peut voir des gouttelettes d'eau sur le glaçon. Eh bien, ces gouttelettes d'eau seront à 0 degré. Elles ne peuvent pas être à 1 degré, puisque s'il était à 1 degré, ça veut dire qu'en contact avec le solide qui est à 0 degré, le solide devrait être à 1 degré aussi, c'est pas possible. Et pareil,
la particule de glaçon ne peut pas être à 0,1 degré, puisque sinon ça serait liquide. Donc en fait, on dit ici finalement que les changements d'état se passent tout le temps à température constante. On peut aller voir directement ce que ça donne finalement sur la courbe de température, puisque c'est un petit peu la même chose que ce qu'on dit au-dessus, mais représenté en fonction du temps. Quand vous prenez un glaçon, hein, vous prenez un bol de soupe hein, que vous mettez dans le micro-ondes, au début, votre bol de soupe sort à moins 16 degrés, par exemple, à θ1, et va se réchauffer tout doucement. À arriver à 0 degré, l'énergie qu'apporte la casserole, enfin le chauffage ou le micro-ondes, va uniquement servir à passer de l'état solide à l'état liquide. Il va casser des liaisons, hein, des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau. Et pendant tout le temps de la fusion, on est à 0 degré. Ici, à cet endroit, ici, on est à 0 degré liquide, et ici, on est à 0 degré solide, pardon, et ici, on est à 0 degré liquide. Et ensuite, l'énergie qu'on apporte, que le micro-ondes apporte, va servir à agiter moléculairement les molécules, voilà, et on va arriver à l'ébullition. Donc on va arriver à 100 degrés. Ici, on sera à 100 degrés liquide, et tant que, si vous faites bouillir de l'eau dans une casserole, tant qu'il restera une goutte d'eau dans la casserole, cette eau ne peut pas être à plus de 100 degrés. Sinon, c'est pas de l'eau, sinon c'est du gaz. Donc, tant qu'il restera une goutte d'eau dans la casserole, votre casserole, quand vous faites bouillir de l'eau, vous êtes sûr que votre eau est à 100 degrés. À pression atmosphérique normale, évidemment. En haut du Mont Blanc, c'est pas la même chose. Et enfin, bon là, on peut imaginer qu'on n'a pas une casserole, mais une cocotte minute, un truc qui ferme en tout cas. Et si on continue à chauffer, on peut avoir de la vapeur d'eau qui augmente en température et qui peut arriver à des températures supérieures à 200 degrés. Ça peut arriver à 200, 300, 400 degrés. Si c'est de la vapeur d'eau dans des machines, dans des turbines, par exemple, pour faire de l'électricité. Donc on peut répondre maintenant aux questions du QCM, question 2. Grandeur physique conservée. Donc je vous laisse faire pause et répondre aux questions. Donc la température de fusion et la température de transition, alors toujours réfléchir sur l'eau, c'est plus simple. Alors température de fusion de l'eau, l'eau fond à 0 degré, la glace fond à 0 degré. Donc c'est le passage de liquide à solide, ou de solide à liquide. À 0 degré, on peut passer de l'un à l'autre. Alors, on aura les deux cases ici à cocher, solide-liquide et liquide-solide. Et enfin, lors d'un changement d'état d'un corps pur, la température augmente. Non, on a vu justement que lors d'un changement d'état, la température reste constante. Et il y a conservation de la masse. On ne vient pas rajouter ou retirer de la matière quand on fait un changement d'état. Changement d'état à l'échelle microscopique. Alors il existe, en fait ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que dans l'état solide, la matière est plus ordonnée que dans l'état liquide, et dans l'état liquide, la matière est encore plus ordonnée que dans l'état gazeux. Donc il y a plus d'énergie dans l'état gazeux que dans l'état liquide, que dans l'état solide. Donc quand on passe par exemple, prenons cet exemple de l'évaporation, hein, quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, alors c'est la vaporisation, hein, donc moi aussi, évaporation, vaporisation, hein, évaporation, on s'en sert assez souvent. Quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, il faut apporter de l'énergie, hein, puisque l'état gazeux contient plus d'énergie. Donc quand on a de l'eau, si vous voulez vaporiser de l'eau, il faut apporter de l'énergie. Une des expériences de la vie de tous les jours qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que si on plonge sa main dans l'eau, même si c'est de l'eau chaude, quand on va sortir la main de l'eau, et que pour peu qu'il y ait un petit peu de vent, eh bien, on aura froid à la main. Alors pourquoi on aura froid à la main? Parce que pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, l'eau a besoin d'énergie, et cette énergie, c'est votre main qui la donne. C'est votre main qui se refroidit. Donc voilà, petit exemple. Alors, autre exemple hein, de la vie de tous les jours, les pompes à chaleur ou les climatiseurs fonctionnent, et les réfrigérateurs également, fonctionnent sur ce principe-là. On passe de l'état liquide à l'état gazeux dans l'évaporateur, et le tuyau dans lequel on fait passer l'état liquide à l'état gazeux, ce tuyau est froid. Et ce tuyau, bah, on le met là où on a envie d'avoir du froid.
hein, à l'intérieur d'un réfrigérateur par exemple. Et quand on repasse de l'état gazeux à l'état liquide, eh bien le tuyau dans lequel on a ce passage de l'état gazeux à l'état liquide, ce tuyau-là est chaud. Donc on le met à l'intérieur de la maison si on veut une pompe à chaleur, ou on le met à l'extérieur de la maison si on veut une climatisation, ou on le met à l'extérieur du réfrigérateur. Voilà, donc on va pouvoir passer au changement d'état à l'échelle microscopique. Donc lors d'un changement d'état, l'agitation thermique n'augmente pas, seule l'énergie potentielle microscopique change, l'agitation thermique augmente ou diminue. Alors finalement, dans l'explication que je l'ai donnée avant, on n'a pas été voir ce genre de choses. Alors on peut aller voir rapidement ce qu'il dit ici. On a vu tout à l'heure, lors d'un changement d'état, la température reste constante. Donc ça veut dire que l'agitation thermique n'augmente pas. Hein, seul on aura des énergies potentielles qui vont changer. Donc c'est ce qu'il va falloir répondre ici. Donc lors d'un changement d'état, l'agitation thermique n'augmente pas. On reste à température constante, donc il n'y a pas plus d'agitation thermique. Et en effet, on a une énergie potentielle microscopique qui change. Hein, voir les vidéos sur le Padlet qui vous parlent de cette énergie potentielle, de ces attractions qu'il y a entre les molécules d'eau, par exemple. Donc ici, l'agitation thermique augmente ou diminue, c'est pas bon. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc il nous reste à voir la fin du cours. Alors, des choses qu'on a fait en travaux pratiques. On a mesuré l'énergie qu'il fallait pour faire fondre un glaçon. On a fait ça, oui, oui. Et on avait mis un glaçon dans un calorimètre et on en avait déduit l'énergie qu'il fallait pour faire fondre 1 kg de glaçon. Cette énergie s'appelle l'énergie massique de changement d'état, qui s'écrit L en général. Alors pour faire fondre un glaçon, donc c'est l'énergie de fusion, il faut 334 10 puissance 3 joules pour chaque kilogramme de glace. Voilà, c'est un chiffre qui est constant, c'est une constante. On a étudié aussi, juste avant les vacances, l'énergie, même un peu avant, je pense, l'énergie de vaporisation. Quand on avait été en chimie, qu'on avait étudié, qu'on avait utilisé une colonne à distiller, on venait refroidir un gaz. Donc on a mesuré la chaleur latente de vaporisation. On avait trouvé, plus ou moins, avec plus ou moins d'erreurs, qu'il fallait pour vaporiser, pour faire passer donc de l'état liquide à l'état gazeux 1 kg d'eau, il fallait 2,26 10 puissance 6 joules. On voit que c'est beaucoup plus. On n'a pas fait l'énergie de sublimation, mais ça existe aussi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces énergies-là et avec les deux chapitres? Eh bien, votre bol de soupe, qui était au congélateur au début, et que vous allez amener, alors peut-être à ébullition si vous avez envie, à l'état gazeux, ça m'étonnerait, c'est pas facile à manger de la soupe à l'état gazeuse, mais on pourrait imaginer qu'est-ce qu'il faut comme énergie pour amener à ébullition, on va dire, 1 kg de soupe qui est à l'état solide initialement à moins 18 degrés. Eh bien, on va devoir se servir des formules du chapitre précédent pour le changement de température, à savoir l'énergie, c'est la masse fois la capacité thermique massique fois l'augmentation en température. Une fois qu'on sera sur un palier ici, on va utiliser une nouvelle formule, cette formule-ci, qui est l'énergie échangée lors du changement d'état. Donc pour l'énergie de fusion, on avait vu tout à l'heure que la fusion c'est 334 000 joules par kilogramme. Donc si on avait 1 kg de soupe, on multiplie simplement ces 334 000. Sinon la formule, on multiplie la masse. Évidemment, si on a 2 kg de soupe, c'est 2 fois plus, c'est 2 fois 334 000. Ensuite, si on passe de 0 degré à 100 degrés, on utilise de nouveau la première formule ici, Q1, sauf que là, les températures sont différentes. Mais ça sera la masse de la soupe fois la capacité thermique massique à l'état liquide. Attention, la capacité thermique massique solide, liquide et gaz sont différentes. L'énergie qu'il faut pour faire augmenter de 1 degré 1 kg de glace ou 1 kg d'eau, c'est pas la même valeur. Et etc. Voilà, pour l'ébullition, on va se servir de Q égale ml. Et puis, si on veut aller plus loin, pour l'échauffement du gaz, on va se servir à nouveau de la première formule. Et l'énergie totale qu'il aura fallu utiliser pour passer de notre soupe à l'état solide à notre soupe à l'état
d'ébullition, hein, ça sera la somme de toutes ces énergies. Bon, évidemment, il faut faire ça une fois au moins par exercice pour valider ses acquis. Donc on va passer à la suite du QCM, hein, suite et fin. Donc on peut voir différentes capacités thermiques massiques ici, hein, notamment la 4185 pour l'H2O, hein, pour l'eau, qu'on a déjà utilisé dans le chapitre précédent. Donc je vous laisse faire pause, répondre à ces différentes questions et donc, question 7. Alors la solidification est une transformation exothermique, endothermique ou sans échange d'énergie. Donc il y aura forcément un échange d'énergie. Alors, de façon générale, pour retenir tout cela, faut se dire qu'en fait, quelque chose qu'on sait de façon assez intuitive, quand on a de la glace, toujours se fier par rapport à l'eau, on est à l'état solide, hein. Si vous voulez faire fondre la glace, évidemment qu'il faut apporter de l'énergie, hein. Faut chauffer de la glace. Donc, les changements qui s'opèrent de gauche à droite ici demandent de l'énergie. Pour faire se vaporiser de l'eau en vapeur d'eau, donc oui, en vapeur, il faut aussi apporter de l'énergie. Donc dans tout ce sens-là, ici, en fait, il faut de plus en plus d'énergie. Donc quand on passe de gauche à droite, il faut apporter de l'énergie. Donc c'est euh, endothermique, hein, c'est-à-dire que ça ne chauffe pas, c'est plutôt ça demande de l'énergie, hein. Donc ce parcours-là est endothermique. Donc si on va dans l'autre sens, c'est plutôt exothermique, c'est-à-dire que ça chauffe. Ça c'est un peu moins naturel, c'est un peu moins intuitif, hein. Quand la vapeur d'eau qui est présente dans l'air se retrouve sous forme d'eau, ça chauffe. Le miroir qui se recouvre de buée, en fait, il est plus chaud après qu'avant. Et quand de l'eau liquide se transforme en eau solide, eh bien ça chauffe aussi. Enfin, c'est une réaction exothermique. Donc ici, la réponse, alors on va essayer de se remettre en noir, voilà. Donc la solidification, c'est quand on passe de l'état de l'eau à l'état solide. Donc je disais donc que quand on passe à la solidification, donc c'est le passage de l'état d'eau à l'état solide, eh bien c'est une réaction qui est exothermique ici, donc qui apporte de la chaleur. Alors une chose qu'on n'a pas vue précisément dans le cours ici, enfin que je ne vous ai pas noté ici, c'est que ici, nous avons des différentes énergies. Par exemple, pour vaporiser 1 kg d'eau, il faut 2,26 10 puissance 6 joules. Eh bien, si on veut faire l'opération inverse, l'inverse de la vaporisation, hein, c'est la condensation de l'état gazeux à l'état liquide, donc la condensation liquide, eh bien, à ce moment-là, la chaleur latente de condensation liquide, ça sera moins 2,26 10 puissance 6 joules. C'est l'inverse, hein. Donc ici, c'est donc bel et bien pour la condensation liquide de l'eau. La condensation solide, on avait vu que c'était quand on passe directement de l'état gazeux à l'état solide, chose qu'on ne voit pas couramment. Donc globalement, hein, pour un changement d'état vers une phase plus condensée, donc un changement d'état vers une phase plus condensée, c'est quand on passe de la vapeur à, à l'eau, puis à l'eau à l'état solide. Eh bien, l'énergie, alors le terme échangé, j'aime pas trop. Enfin, l'énergie échangée, si, c'est l'énergie échangée par le système, hein. Donc, l'énergie échangée ici va être négative, hein. Une réaction est exothermique, c'est elle qui nous fournit l'énergie, hein. Une réaction de combustion, par exemple, on avait vu qu'une réaction de combustion était exothermique, c'est elle qui nous fournit l'énergie. Donc, en fait, elle perd de l'énergie. Donc, l'énergie euh, absorbé, échangé par le système, ici négatif. Donc on est négatif.
Donc lors d'un changement d'état, la chaleur est nulle, la chaleur est constante ou la température est constante, mais c'est la température qui est constante. Hein, la chaleur, c'est pas la même chose. Hein. La chaleur, c'est une quantité d'énergie qui est égale à Q. Un Q, c'est la chaleur, ce qu'on avait vu ici tout à l'heure. Euh, donc on peut avoir ici, on a la température qui reste constante. Ah, quand on passe de l'état solide à l'état liquide, mais la chaleur continue d'augmenter. Hein, la chaleur, c'est quelque part, c'est l'énergie interne. C'est le titre du chapitre. Hein. Donc la chaleur augmente en fait aussi. Hein. Donc, mais par contre, la température est constante. Alors, pour vaporiser 100 grammes d'eau. Alors pour 100 grammes d'eau, eh bien, la formule, hein, c'est 2,26 10 puissance 6 joules par kilogramme. 100 grammes, c'est 0,1 kg. Donc on fait 2,26 fois 0,1 et on obtient 226 000 joules, soit 226 kJ. Pour chauffer 1 kg d'eau de 10 à 90, donc on a 4,185 kJ par kilogramme par degré. Donc on multiplie ce 4,185 par le nombre de kilogrammes, donc par 1, et par le nombre de degrés. Donc on passe de 10 à 90, donc 90 moins 10, ça fait 80. On obtient 334 800 joules, soit 335 000 joules, soit 335 kilojoules. Et enfin, l'énergie changée lors d'un changement de phase est donnée par donc changement de phase, hein, c'est pas changement de température, donc s'il n'y a pas de changement de température, on ne peut pas utiliser Q égale mc delta θ, puisqu'il n'y a pas delta θ est égal à 0 lorsqu'on change de phase, hein, lorsqu'on change d'état, de solide à eau, de eau à vapeur. Donc on va utiliser cette relation-ci. Celle-là est bonne si jamais il y a à la fois un changement de phase et un changement de température, mais globalement on utilisera soit cette formule-ci, soit cette formule-là, et à la fin on additionne les différents Q, comme on a vu tout à l'heure, Q total égale Q1 plus Q2 plus Q3, etc. Voilà, fin de la présentation du chapitre, hein, et fin de la correction du Q.